Mon silence des 3 dernières semaines n'avait pas été une réponse suffisante en soi. Pour bien comprendre, je m'appelle Stéphane Morel, j'ai 49 ans et cela fait 22 ans que je dirige les opérations chez Précision Mécanique Lyonnaise, où j'ai commencé au bas de l'échelle dans les ateliers avant de gravir les échelons, survivant à 3 changements d'actionnaires et à plus de coupes budgétaires que je ne saurais en compter. Mon histoire est singulière car elle ne raconte pas seulement l'histoire d'un homme qu'on essaie de flouer, mais ce qui arrive quand la loyauté se heurte à l'indifférence et que l'expertise est jetée aux oubliettes comme de simples rapports de production de la veille. La salle de réunion sentait encore le café brûlé et la moquette industrielle quand j'ai cliqué sur ma dernière diapositive pour montrer que le projet était achevé, avec des économies verrouillées à 3,2 millions d'euros par an, une efficacité de production en hausse de 35% et chaque étape franchie en avance sur le calendrier prévu. J'ai regardé autour de la table, observant les directeurs à moitié endormis soignant leur café, 2 vice-présidents faisant défiler leur téléphone, et Xavier, notre PDG, trônant comme une sorte d'empereur de l'industrie qui n'a même pas touché au dossier imprimé que j'avais préparé, se contentant d'un simple hochement de tête et d'un marmonnement sur la « bonne dynamique » avant de passer directement aux prévisions trimestrielles, sans une question, sans un commentaire, sans un seul « bien ». Jouer Stéphane. Ce n'était qu'un désinvolte, beau travail d'équipe, le parfait exemple de ce à quoi ressemble la manipulation managériale quand elle porte une chemise cintrée et un pantalon de marque. Pendant 18 mois, j'avais porté à bout de bras cette refonte de l'efficacité, la reconstruction de la chaîne d'approvisionnement, la consolidation des fournisseurs et 2 lignes de production défaillantes maintenues en vie grâce aux heures supplémentaires et à mes propres week-ends. J'avais géré les renouvellements de contrats automobiles tout en formant 3 nouveaux superviseurs et en documentant chaque processus défectueux laissé par mon prédécesseur, réparant le matériel quand il tombait en panne, calmant les clients quand ils menaçaient de rompre les contrats et faisant moi-même tourner les chiffres quand ils ne tombaient pas justes. Pourtant, après la réunion, j'ai vérifié le document de synthèse dans les toilettes et mon nom ne figurait même pas dans le résumé exécutif, l'équipe de projet étant simplement citée comme une puce sous la rubrique des améliorations opérationnelles sans que je sois mentionné personnellement. Quand j'ai croisé Xavier dans le couloir, il n'a pas soutenu mon regard, se contentant de dire qu'on ferait le point au prochain trimestre, en continuant de marcher comme si je n'étais qu'un rappel de calendrier qu'il avait déjà ignoré 2 fois. Mais je n'ai pas répondu car le fichier était déjà enregistré sur mon bureau sous le nom de préavis-bas final-bas validé-bas juridique.pdf, daté, signé et relu 3 fois. Je l'avais préparé la semaine suivant celle où il avait annulé notre entretien mensuel pour ensuite envoyer un courriel à toute l'entreprise remerciant tout le monde pour le succès du projet en mentionnant chaque chef de département sauf le mien. Je n'avais pas besoin de vengeance, j'avais besoin de tourner la page de manière propre, professionnelle, conforme aux règles des ressources humaines, dans un environnement de travail qui remarque réellement quand quelqu'un lui fait gagner des millions. Les fissures ont commencé à se former à ce moment précis dans le couloir, car on pouvait sentir le basculement quand quelqu'un sent la tempête approcher tout en pensant qu'il contrôle encore la météo, ignorant que j'étais déjà en contact avec des chasseurs de tête, que j'examinais des offres de 2 entreprises concurrentes et que je consultais mon avocat sur les clauses de non-concurrence. Il pensait que je ferais ce que j'avais toujours fait, à savoir sourire poliment, encaisser le mépris et redoubler d'efforts jusqu'à l'épuisement, mais cette fois-ci, je n'allais pas rester assez longtemps pour devenir une mise en garde pour le suivant. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils n'ont rien vu venir alors que je leur avais donné 3 semaines complètes, soit 21 jours ouvrables en comptant le vendredi où Xavier était parti tôt pour son séminaire de direction mêlant dégustation de spiritueux et un accident de voiturette de golf. Chaque jour, j'attendais un signe, un courriel, une invitation à prendre un café, n'importe quoi signalant que la direction voyait le travail accompli et comprenait le poids que je portais, mais je n'ai reçu que des hochements de tête professionnels, comme ceux qu'on adresse aux livreurs de courrier. Au 15e jour, j'ai vérifié ma fiche de paie et il n'y avait aucun ajustement, aucune prime, pas même une gratification exceptionnelle, juste le même chiffre à côté de mon nom comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas mené à bien un projet d'efficacité 0 défaut avec 2 trimestres d'avance ou sauvé 2 comptes automobiles majeurs grâce à un seul appel le week-end qui avait duré plus longtemps que la capacité d'attention de Xavier. L'ambiance dans l'usine a commencé à changer, les conversations s'interrompaient quand je passais, non pas parce qu'on parlait de moi, mais précisément parce qu'on ne le faisait plus, ce qui est la partie la plus cruelle de l'invisibilité au travail. Je suis allé voir Sandrine, l'assistante de Xavier, pour lui demander s'il y avait des nouvelles sur le calendrier des promotions post-projet, et elle a à peine levé les yeux de son ordinateur pour répéter qu'il reviendrait vers moi au prochain trimestre, ce qui signifiait dans 3 mois, après le prochain lancement de produits que je n'allais pas diriger, espérant sans doute que j'abandonnerais discrètement. J'ai hoché la tête comme un bon soldat et je suis retourné à mon bureau pour ouvrir le dossier intitulé « Quand ils ne le font pas » qui contenait le PDF rédigé le soir où j'avais sorti les derniers rapports de coûts,
une lettre très propre remerciant Xavier pour les opportunités des 22 dernières années, mais j'y avais ajouté une ligne que je n'avais pas mise auparavant, bonne chance pour la prochaine initiative d'efficacité. J'ai lu le texte 3 fois, j'ai souri et j'ai lancé l'impression, ressentant ce calme plat dont les gens parlent après avoir pris une décision majeure, non pas une tempête ou un drame, mais un silence qui prend enfin tout son sens. Je ne démissionnais pas par colère, mais parce qu'ils avaient rendu ma contribution facultative, réalisant que l'on peut être à la fois essentiel et invisible, et qu'un travail essentiel sans reconnaissance n'est que du conseil gratuit. Le mardi matin, alors que Xavier remuait son café avec ce petit mouvement de poignet suffisant, je suis entré dans son bureau et j'ai posé l'enveloppe sur son bureau en disant simplement qu'il ferait mieux de lire cela avant la réunion de production, puis j'ai fait demi-tour sans attendre, laissant le silence me suivre dans le couloir comme une ombre dont je n'avais plus besoin. La porte s'est refermée, un instant a passé, puis j'ai entendu son cri demandant si c'était une blague, sa voix résonnant sur les parois vitrées. Je n'ai pas bronché, j'ai passé le badge à la sortie au moment même où les pas de Xavier frappaient le tapis derrière moi, mais je ne me suis pas retourné car ce n'était pas une négociation, c'était une conclusion qu'il n'avait plus le droit de retarder. Dans ma voiture, j'ai vérifié que la copie envoyée au RH était bien partie avec l'objet, démission formelle, Stéphane Morel, contenant ce paragraphe final précisant que, conformément à la politique de l'entreprise, je ne transmettrai aucune connaissance institutionnelle au-delà du préavis standard de 2 semaines puisque tout le travail était documenté. Je ne leur devais rien de plus, ayant déjà donné assez de mon temps et de mon expertise sans crédit ni compensation, et alors que je quittais le parking, mon téléphone a commencé à vibrer sous l'avalanche d'appels manqués, mais il était trop tard. Ils pensaient que je me contenterais de miettes, mais ils allaient découvrir ce qui arrive quand les fondations s'en vont. Dès le jeudi, c'était déjà la panique, j'ai reçu un message demandant où se trouvait le dernier tableur de contact des fournisseurs car la documentation semblait incomplète. Je n'ai pas répondu, regardant les 35 messages non lus s'accumuler en moins de 2 heures, l'ironie étant que ces gens ne m'avaient pas contacté directement depuis des mois. Ils ont essayé de reproduire mes protocoles en utilisant un vieux manuel de formation obsolète et le système de suivi des coûts que j'avais construit sur mesure ne fonctionnait plus correctement car quelqu'un avait déplacé des données essentielles. Un jeune superviseur que je formais, Romain Lefebvre, m'a envoyé une capture d'écran montrant que les nouveaux essayaient de trouver le planning de maintenance dans un dossier nommé M7, qui était en fait une blague privée signifiant « 7e méprise de Montalembert », un dossier caché et crypté que personne ne pouvait ouvrir. Le vendredi soir, la directrice d'exploitation a tenté de m'inviter à une réunion pour discuter des protocoles de transition, mais j'ai décliné car j'avais déjà tout mis en place. Lors de la réunion de direction du vendredi, Xavier était méconnaissable, sa cravate de travers et sa vidéo coupant sans cesse, essayant de présenter un rapport de production truffé d'erreurs et de mesures obsolètes. La directrice d'exploitation lui a demandé où étaient les mesures d'efficacité actualisées et il a bafouillé qu'elles devraient être dans le dossier partagé, ignorant que ce dossier vivait sur mon disque local crypté et synchronisé avec un serveur sécurisé que j'étais le seul à maintenir, disque que j'avais effacé conformément au protocole de départ de l'entreprise exigeant la suppression des systèmes personnels. Le lundi matin, une alerte générale a été déclenchée car tous les systèmes automatisés se sont arrêtés, les accès ayant expiré pendant le week-end faute d'avoir été renouvelés manuellement par le script que j'avais créé. Xavier a essayé de forcer le système manuellement mais il est tombé sur un mur de sécurité affichant le message « Utilisateur S. Morel résilié. Réinitialisation administrative requise ». Il était enfermé hors de son propre système par un protocole qu'il avait lui-même approuvé sans le comprendre. Le mardi, la DRH m'a appelé d'un ton mielleux pour me dire que Xavier souhaitait que je revienne temporairement pour aider à la transition, mais j'ai répondu que tout ce qui m'appartenait avait déjà été transféré. Quelques heures plus tard, Xavier m'a appelé personnellement, m'offrant une augmentation de 40% et un titre de directeur pour revenir, mais je lui ai répondu froidement que ce n'était jamais une question d'argent, mais qu'il avait raté le moment de la reconnaissance. Je n'ai pas proposé mon aide, je ne lui devais rien. Cependant, je n'ai pas laissé l'usine s'autodétruire totalement, non par loyauté envers la direction, mais pour Romain Lefebvre, mon protégé. Je l'ai coaché dans l'ombre pour qu'il exige un contrat en béton, une autorité de signature sur les fournisseurs et une clause garantissant la pleine attribution de ses résultats. Ils ont tout signé le lendemain, car il était le seul capable de démêler le chaos. Romain est devenu le nouveau visage de l'excellence opérationnelle et il a nommé le nouveau système, Protocole Morel, en hommage à mon travail, ce qui était tout ce que je voulais, que le travail survive, même sans moi. Un mois plus tard, j'ai appris que Xavier avait été muté à des projets spéciaux, une mise au placard élégante,
tandis que le projet pour lequel j'avais tant sacrifié était désormais fièrement affiché sur le site web de l'entreprise sous la direction de Romain. Quant à moi, je travaille désormais de chez moi en tant que consultant indépendant, mon tarif est le triple de ce qu'il me payait et personne ne remet en question ma valeur. Pour la première fois en 22 ans, ce n'est plus quelqu'un d'autre qui décide de ce que je vaux, et c'est cela qui change absolument tout.